Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement, on va parler aussi d'épargne et on nous a souvent posé la question, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir laisser aujourd'hui son argent, en banque? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre banquier? Est-ce que les, propositions d'investissement qui sont faites par notre banquier, est-ce que c'est des choses qui sont, intéressantes? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des, résultats peut-être plus satisfaisants en faisant les choses nous-mêmes? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire et qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, toi, Théo, je ne sais pas si tu veux commencer à introduire un peu le sujet. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que tu fais à titre personnel? Est-ce que tu penses que laisser de l'argent en banque comme ça, trop d'argent, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est risqué? Qu'est-ce que tu fais à titre personnel? Enfin, voilà, on peut déjà un peu commencer comme ça. Oui, alors moi, ce que j'entends, ouais, placer de l'argent, voilà, quand tu as introduit la vidéo, moi, c'est plus, quand j'entends placer de l'argent, c'est aller chercher, voilà, faire un investissement ou faire un placement avec l'idée d'avoir une rentabilité dessus. C'est pas forcément, voilà, faire de Mmh. l'épargne, ou dans ce cas-là, on va pas forcément chercher une rentabilité, mais plus, voilà, conserver ce capital pour le futur. Voilà, moi, quand j'entends placement à la banque, c'est plus, voilà, pour chercher un produit, un livret ou des placements à travers la partie investissement de la banque qui va permettre de dégager du revenu plus haut que le livret A, par exemple, ou un livret d'épargne à 0,5 ou 1, enfin, je sais pas exactement combien c'est actuellement, mais voilà, moi, c'est ça que j'entends. Après, personnellement, quand je m'intéresse à l'investissement de manière générale et plus spécifiquement le domaine des crypto-monnaies, euh, j'avoue que j'ai pas forcément trop creusé les investissements à travers de la banque parce que moi je le fais pas. Voilà, ça pour être totalement transparent. J'ai juste, Mmh. et ça par contre c'est quelque chose qu'on sait régulièrement, mais qui est jamais, c'est jamais trop de le rappeler, d'avoir un matelas de sécurité, un matelas d'épargne, donc 3, 6, 1 an euh, de charge pour, voilà, pour pouvoir continuer à vivre votre vie actuelle sans avoir besoin, voilà, si jamais il y a un pépin ou voilà, si vous perdez vos sources de revenus, de pouvoir, mais voilà, le temps de se retourner, de trouver des solutions, avoir avoir un petit quelque chose de côté pour faire face à ça. Et après voilà, moi tout l'argent qui est en dehors de mes charges, voilà, de ce que je dépense pour vivre et ce qui est déjà sur mon épargne, ça part dans l'investissement. Et donc voilà, j'ai pas trop creusé les investissements à travers la banque. Après, l'idée que j'en ai et ce que j'ai pu voir, parce que moi, si j'ai pas personnellement été investi là-dedans, j'ai quand même des exemples de mes proches, de mes amis qui, voilà, comme je m'intéresse un petit peu à tout ça, ils m'ont demandé conseil et j'ai regardé, voilà, avec eux si ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que j'ai vu des choses, je me dis, voilà, par exemple, quelqu'un de ma famille très proche qui voulait placer un petit peu d'argent à travers la banque. Et donc, du coup, il a été voir son banquier et il lui a dit, ben voilà, j'ai tant d'argent à placer, voilà, quelques milliers d'euros. J'ai pas forcément envie de l'investir soit dans l'immobilier, soit dans le domaine des crypto-monnaies. J'ai pas forcément envie de voilà. Qu'est-ce que vous me M'occuper. proposez? Qu'est-ce que vous avez vous? Voilà, plus de manière passive. J'ai pas trop envie de voilà d'aller choisir moi-même les actions, choisir moi-même tout ça. Qu'est-ce que vous avez vous comme banque? Alors ben, le mec il dit ben, on a des produits, il y a pas de souci, on va regarder et il lui donne la liste. Et au final, cette liste, j'ai regardé et déjà, je l'ai trouvée assez courte sur les fonds d'investissement. Voilà, c'était plus sur une partie ETF, voilà, avec des fonds spécialisés sur la zone euro, fonds spécialisés sur l'environnement, fonds spécialisés, voilà, avec des vanguards, voilà, des choses assez classiques, mais avec une liste qui m'a paru déjà assez maigre, on va dire, parce que voilà, ce que j'ai découvert après, c'est qu'ils n'ont pas accès, ou alors à travers leurs services les plus basiques, ils donnent pas accès à leurs clients à tous les produits, enfin à beaucoup de produits au final qui pourraient être intéressants parce qu'ils ont vraiment une sélection assez réduite à travers les services plus classiques des ETF, des produits qu'ils peuvent proposer. Et après, il faut faire quand même attention parce que si c'est eux qui vous le gèrent en direct, cet argent-là, mais non seulement il va avoir la commission du fonds de placement, par exemple si vous l'avez chez Vanguard, si vous en avez chez Fidelity, pour citer les plus gros, il y a déjà une commission sur ces fonds, bon, alors, qui peut être assez faible si c'est de la gestion passive type ETF, mais là où ça va vraiment venir réduire votre bénéfice, c'est aussi la commission de la banque qui en général n'est pas négligeable, qui
qui va venir ponctionner voilà, sur des frais de gestion, même si vous êtes en perte des fois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien tenir en compte au moment de faire cet investissement-là, regardez bien les frais de gestion sur le produit, sur le véhicule financier sur lequel vous investissez à travers la banque, mais regardez aussi les frais que vont prendre votre banque. Et au final, on se rend compte qu'avec des performances voilà, sur un fonds assez passif, si on veut avec des produits, parce qu'en plus c'est classé avec un indice de risque, alors pas du tout risqué, très risqué, bon, ça, faudrait voir dans la réalité, je suis pas non plus expert là-dedans, mais voilà, des rendements à 4-5%, si le fonds d'investissement commence à vous prendre 2-3% et la banque 1,5 ou 2%, avec l'inflation, vous avez vite fait d'être pas du tout rentable et d'être dans le trou, quoi. Donc non seulement vous allez peut-être faire un maigre 0,5 ou 1 ou 2% annuel sur votre placement, plus l'inflation, vous êtes dans le trou. Donc limite pour faire ça, il faudrait même mieux peut-être laisser sur un livret d'épargne à 1 ou 2%, et comme ça c'est encore moins de travail, moins de voilà, vous avez vraiment pas besoin de vous en occuper, et pour le coup il y a le moins de risque possible entre guillemets. Et après voilà, même dans les fonds qu'ils proposent, allez vraiment creuser, parce que moi, peut-être pour finir sur cet exemple-là, parce que c'est un peu, voilà, un peu fou, c'est le fonds environnement, énergie verte, voilà, tout ça. Et au final, on retrouve des entreprises comme, voilà, dans la pondération des pourcentages qu'ils ont dans le top 10, exactement, voilà. Total, Dassault Systèmes, et je me dis, voilà, c'est quand même un peu trompeur pour des personnes qui ont pas forcément, voilà, qui sont plus dans l'optique, mais placez-moi mon argent, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie de m'occuper de ça, parce que j'ai envie de faire autre chose de mon temps. Et on dit, oui, vous aimez l'environnement, allez sur ça, on a un produit qui est parfait pour vous. Et non seulement la rentabilité, bon, elle peut être médiocre, voilà, pas terrible, mais en plus, voilà, vous pouvez vous dire que vous faites une bonne action en investissant, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous intéresse, j'investis pour l'environnement, j'investis voilà, dans les entreprises vertes et tout, et au final, vous venez subventionner Total, vous venez subventionner Dassault Systèmes, et donc voilà, moi je conseille quand même, avant d'investir sur un fonds aussi, ne serait-ce qu'aller sur voilà, des outils mais basiques comme peut-être Yahoo Finance, ou voilà, des choses où pour étudier un fonds, il y a des Morningstar aussi, il me semble, qui proposent de regarder les pondérations, et ne serait-ce qu'aller voir les 10 plus grosses actions, les 10 premiers stocks, les 10 premières entreprises de votre véhicule d'investissement, pour voir ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup, ça se recroise beaucoup, et des fois le titre est trompeur, c'est plus le côté marketing où ils ont mis, voilà, ça c'est pays développés, pays émergents, énergie verte, énergie tout court, voilà, et des fois ça peut être trompeur, parce qu'au final les entreprises qui sont contenues dans ces fonds-là sont pas ce qu'on pourrait attendre, ou bon, c'est un peu trompeur par rapport à ce qu'on pourrait avoir envie si on se regarde avec un prisme un peu plus sain, de se dire j'ai envie d'investir dans l'environnement, je vais sur ce produit parce qu'il est marqué environnement, alors qu'au final on peut se questionner sur ce qu'il y a vraiment. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais. Et après, je pense qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on a connu quelqu'un qui a réussi à gagner vraiment beaucoup d'argent grâce à sa banque, sans compter l'exemple des personnes qui ont utilisé le levier bancaire pour investir, par exemple, dans l'immobilier. Je parle juste des gens qui ont utilisé les placements qui ont été présentés par leur banquier. Est-ce que vraiment on arrive à trouver? Moi, je n'ai pas un exemple dans les gens que je connais, et pourtant, il y en a beaucoup de gens qui ont utilisé quand même les investissements de leur banquier. Je n'ai pas un exemple de quelqu'un qui a réussi à vraiment gagner de l'argent avec ça. La plupart d'entre eux, l'écrasante majorité, ont perdu de l'argent. Je ne parle pas en termes de valeur absolue, parce que vous pouvez avoir des euros en plus sur votre portefeuille, mais si vous prenez les rendements ajustés de l'inflation, et ajustés aussi des frais de gestion, comme tu l'as dit tout à l'heure, des frais de courtage, etc., tout ça, ça fait en sorte de limer énormément votre rentabilité, et au final d'avoir un produit qui est clairement pas intéressant. Quand on regarde historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les personnes, ça reste des commerciaux, les banquiers, c'est des gens un peu comme vous et moi, et d'ailleurs, ils sont rémunérés par rapport aux produits qu'ils vont vous présenter. Ils ne sont pas rémunérés à la performance. Il y a certains fonds de gestion privée qui, eux, pour le coup, peuvent être rémunérés à la performance, mais eux, c'est absolument pas le cas. Donc, que vous gagnez ou que vous perdiez de l'argent, eux, c'est pareil. Derrière, ils vont prendre leur commission.
Beaucoup pensent que des commissions de l'ordre de 1 jusqu'à 2%, voire des fois j'ai vu 3 ou 4% de frais de gestion, ce qui est complètement fou. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas important, que ce n'est pas élevé. Je vous inviterai à utiliser des outils, je vous en mettrai un dans la description de la vidéo, qui vous permettra de voir les rendements composés et de voir 2% annualisé sur votre rentabilité sur 40 ans, par exemple, la somme que ça fait si vous avez investi, je ne sais pas, 10 000, 100 000 euros et que vous rajoutez un peu d'argent tous les mois, c'est des sommes qui sont colossales, c'est des sommes qui sont astronomiques. Et c'est d'ailleurs comme ça que vraiment ces gens-là gagnent de l'argent. Alors après, je vais mitiger aussi mes propos parce que pour des personnes qui s'intéressent vraiment à l'investissement, je pense que c'est clair que ce que va vous présenter votre banquier, ça ne sera pas intéressant, ça c'est sûr. Du moment où on a quelques notions un petit peu sur l'investissement, vous vous intéressez un peu aux ETF, aux crypto-monnaies, vous savez faire de l'investissement locatif, etc. Quand on est relativement autonome, franchement, ce que présentent les banquiers en général, ce n'est pas intéressant. Par contre, après, si vous voulez avoir une relation vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant avec votre banquier, si vous voulez utiliser le levier bancaire pour investir dans l'immobilier, etc., il faut que vous lui fassiez gagner de l'argent et lui aussi vous en fera gagner. Donc derrière, vous dites, bah, ok, je perds un peu, je lui fais plaisir, je lui prends une assurance vie, je fais un placement avec lui, je lui prends des cartes de crédit, etc. Ok, il va gagner de l'argent là-dessus, moi je ne vais pas forcément gagner. Par contre, il va m'en faire gagner beaucoup d'autres avec de l'investissement immobilier s'il me file mon crédit. Toujours pareil, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est du commerce, ça je ne vois pas forcément de souci. Et puis aussi, quand on a en face des personnes qui vraiment ne s'intéressent pas du tout à l'investissement, qui n'y connaissent absolument rien, est-ce qu'on peut vraiment leur préconiser de dire bah, vas-y, va sur le Bitcoin, va sur l'Ether, place ton argent dessus? Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances aussi que ces personnes-là perdent l'intégralité de leur capital beaucoup plus vite que s'ils l'avaient laissé sous gestion de leur banquier, tu vois, même si c'est clairement pas la meilleure stratégie, encore une fois, pour quelqu'un qui veut atteindre la dépendance ou la liberté financière. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Et je crache vraiment, enfin, je jette la pierre à personne. Mais là où ce qu'a expliqué Théo, c'est important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en gestionnaire de patrimoine, en gestion de patrimoine, ou un expert financier pour savoir utiliser un minimum, en tout cas, les outils aujourd'hui qui sont à votre disposition. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le banquier que vous avez en face de vous, hein, ça reste un salarié, c'est un commercial, et pour la plupart d'entre eux, quand vous leur parlez juste, ne serait-ce que d'ETF ou même de produits dérivés, quand vous sortez un petit peu de ce qu'ils connaissent ou de leurs produits, c'est fini, vous les perdez, quoi. Y en a qui sont très bons, encore une fois, je ne veux pas mettre tous les gens dans le même panier, mais très peu des banquiers aujourd'hui ont la casquette aussi d'investisseurs. Voyez, moi je sais qu'aujourd'hui je suis libre financièrement. Si derrière j'ai envie vraiment de gagner de l'argent et d'aller beaucoup plus loin, je vais aller plutôt m'orienter auprès des personnes qui ont des résultats supérieurs à moi, ou du moins qui ont vraiment des compétences supérieures à moi. Je ne vais pas aller voir quelqu'un, et c'est triste un petit peu à dire, mais je ne vais pas demander à quelqu'un qui est encore salarié, qui lui-même n'utilise même pas les produits qu'il propose à ses clients, parce que pour la plupart des banquiers, et j'en connais quand même quelques-uns, ils vont vendre des produits à leurs clients, mais eux-mêmes savent très bien ce qu'il y a dedans, et ils ne vont pas forcément eux-mêmes placer leur argent dessus, parce qu'ils savent que ce n'est pas intéressant. Donc voilà, il faut vous poser la question de savoir ce que vous voulez faire, des risques que vous voulez prendre, de ce que vous avez envie d'accomplir. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder les résultats de la personne que j'ai en face, ou du moins vraiment les compétences que cette personne a, en sachant là aussi j'ai mes limites. Je ne suis absolument pas un expert sur tous les domaines, loin de là, mais je commence à avoir certaines notions pour pouvoir juger le niveau de la personne que j'ai en face de moi. Et si en face de moi, voilà, j'ai quelqu'un, je me rends compte qui n'est absolument pas compétent sur ce qui m'explique, qui va m'expliquer comment gagner de l'argent, mais lui, en réalité, n'est pas capable d'en gagner de son côté, et tu vois, je vais avoir quand même un sérieux doute. Donc ça, je pense que c'est important. Et comme tu l'as dit aussi au début, pour tout ce qui est épargne de précaution, bon, bah, vous n'aurez pas forcément le choix d'utiliser un compte épargne ou autre, et de laisser une partie de votre argent en banque. Ça, je pense que c'est normal. Par contre, d'en laisser trop aujourd'hui, donc on a dit une épargne de précaution, c'est quoi, 6 mois, 1 an maximum de côté. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a avec, dans certains pays, les taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que les taux d'intérêt négatifs, c'est qu'on va vous payer pour emprunter de l'argent, mais les épargnants, aujourd'hui, sont pénalisés. C'est-à-dire que si vous épargnez, vous mettez de l'argent à la banque, sans compter l'inflation, hein, on vous prélève de l'argent dessus. Vous allez payer pour pouvoir épargner de l'argent. Il y a quelques années en arrière, nos parents, nos grands-parents nous disaient c'est bien d'épargner, il faut avoir beaucoup d'argent de côté parce qu'on avait encore des comptes épargne qui pouvaient être rémunérateurs et sur lesquels on pouvait gagner de l'argent. Le livret A, je ne sais plus combien il était en termes
de rendement il y a des dizaines d'années en arrière, mais c'était quand même nettement plus intéressant que ce qu'on avait aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt étaient quand même beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, la donne a quand même pas mal changé. Et les épargnants, malheureusement, sont ceux qui sont punis, et ceux qui utilisent le levier de la dette sont ceux, théoriquement, qui sont récompensés à condition d'utiliser correctement la dette pour pas acheter des passifs, des voitures, vivre à crédit, mais utiliser le levier bancaire pour acheter des passifs, et notamment, c'est le cas de l'immobilier, par exemple. Donc, si vous blessez trop d'argent à la banque, vous allez vous faire rogner une bonne partie de votre capital avec des taux d'intérêt qui sont soit très bas, soit négatifs, et sans compter l'inflation qui, aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et un peu de partout dans le monde, explose vraiment des niveaux records. Donc, soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Après, on peut donner aussi un exemple sur est-ce qu'aujourd'hui, on considère que l'argent qu'on met à la banque, est-ce que c'est relativement safe? Est-ce que c'est relativement sécurisé? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avoir beaucoup d'argent en banque, sans compter l'inflation et tout ce que je viens d'expliquer, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel on se trouve, au niveau macroéconomique, etc., est-ce que tu penses qu'il y a plutôt on peut avoir un problème systémique avec un effondrement des banques, ou voir un peu ce qui s'est passé comme en 2008 avec la crise des subprimes, où au final, on a eu les Lehman Brothers qu'on a laissé faire faillite, et puis les autres qu'on a fait, on a fait un bail-out, on a renfloué les caisses parce qu'elles étaient too big to fail. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque pour les épargnants aujourd'hui de laisser trop d'argent en banque? Oui, alors moi, ça va être un peu mitigé ma réponse, parce que après c'est pas un peu mon expérience avec ça, qui est pas forcément très très grande non plus, mais c'est vrai que le côté macroéconomique et les implications que ça peut avoir, au final, je me suis vite rendu compte que voilà, on peut pas encore une fois pas avoir de certitude, et et je pense voilà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un schéma narratif en disant voilà, les banques vont s'effondrer, vous aurez pas accès à votre argent. Alors, les banques, c'est les obligations. Oui, oui, les obligations. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, voilà, avec des signes noirs, voilà, des événements catastrophiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent ces événements depuis des années, et au final, ça arrive pas. Donc, voilà, à voir ce qui va se passer. Et je pense que sur pas mal de choses, il y a des mesures extrêmes qui seront prises par les gouvernements pour éviter à tout prix certaines choses. Et au final, on ne sait pas quelle forme ça pourra prendre, on sait pas ce que ça pourra donner. Donc, c'est vrai que moi, il y a pas si longtemps que ça, j'étais plus, oui, l'argent est potentiellement très en danger, mais bon, on verra. Après, je pense que ça peut arriver à un risque systémique. Ouais, ça peut arriver voilà, on a l'exemple au Liban actuellement où les banques ne laissent pas retirer plus de 100 ou 200 dollars par mois. Donc, les gens sont vraiment embêtés par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas accès à leurs capitaux. Ça arrive en Grèce aussi, ça arrive en Turquie, ça arrive dans plein de pays, et on n'est pas du tout à l'abri que ça nous arrive pas à nous. On n'est pas à l'abri non plus que, comme ce qui se passe au Canada avec la grève des truckers, que le gouvernement, qui était pourtant plus démocratie libérale de gauche, avec les Canadiens sont gentils. Moi, c'était un peu l'idée que j'en avais jusqu'à présent, même si c'est un peu réducteur. Et au final, on se rend compte qu'un gouvernement qui s'énerve un peu, qui décide que voilà, il y a des choses qui lui plaisent pas dans le pays, peuvent décider de bloquer les comptes en banque, avec des comptes courants de famille, enfin voilà, des choses où, en mettant des gens dans des situations financières très compliquées, juste pour avoir participé à une cagnotte pour en soutien d'une manifestation qui n'était pas bien vue par le gouvernement. Et donc ça, du coup, je vois plus des risques comme ça, voilà, où on va peut-être limiter l'accès à l'argent, ou mettre des restrictions, parce que voilà, il y aura forcément une bonne raison, ça, n'en doutez pas, il y aura forcément une nécessité absolue, et court terme, voilà, une mesure exceptionnelle qu'on enlèvera par la suite. Mais c'est tout ce que ça. Quand il y a une mesure exceptionnelle qui est temporaire, elle se transforme toujours en définitif. Mais bon, c'est plus le côté, voilà, je sais pas si on va tout perdre avec les gros risques systémiques, mais moi c'est plus le côté, voilà, il y aura peut-être des restrictions, il y aura peut-être, voilà, on sait pas ce que le futur nous réserve, mais c'est vrai que du coup, en ayant un peu, voilà, comme on est tous les deux bien investis dans la crypto-monnaie, dans l'idéologie qui va avec, et c'est plus, voilà, le côté, voilà, la banque c'est un tiers de confiance. Au final, notre argent, une fois qu'il est placé à la banque, voilà, tous des exemples, même pour des petits montants.
moi, je me suis retrouvé à devoir signer au début pour investir dans la crypto-monnaie des lettres de décharge, même pour passer 1000 € sur un exchange. Des lettres de décharge en disant que c'était très risqué la crypto-monnaie, que la banque ne se faisait pas du tout responsable, qui m'avait prévenu que j'allais perdre tout mon argent. Pour 1000 € et pour des transferts même à l'international. Et où va cet argent et qu'est-ce que vous voulez en faire? Et pour des montants, on parle de 1000, 2000 € grand max. Et pareil pour faire des retraits. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Non mais là c'est pas possible, il faut attendre parce que à devoir appeler, à devoir faire des lettres en papier. Et franchement, je me dis, c'est sur des petites sommes. Et donc, du coup, si vous laissez une grosse somme d'argent à la banque et tout dans la même banque en plus, il y a quand même des risques. On ne sait pas ce qui peut se passer. Après, tout perdre d'un coup, je pense pas, ou le faire confisquer. Mais il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des choses qui font qu'au final, cet argent, vous le possédez pas complètement. Il peut y avoir des choses qui vous empêchent de le retirer. Vous pouvez pas exactement faire ce que vous en voulez. Et il y a des exemples, ce qu'on vient de citer. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. Donc moi, c'est plus faire attention et pas mettre encore une fois tous ces dans le même panier. Et si vous voulez laisser, parce que ça peut arriver, plus d'argent à la banque que ce que pourrait imposer un matelas de sécurité, moi je conseillerais ne serait-ce que de diversifier les banques, prendre 2-3 banques pour diviser son épargne, ne serait-ce que ça. Après, c'est pas ce que je conseille du tout, mais pourquoi pas des personnes qui ont un investissement ou un projet à 2, 3, 4 ans et qui savent qu'ils vont avoir besoin de ce capital et qui souhaitent pas forcément l'investir parce qu'ils se le sentent pas. Au moins diversifier ses banques, parce que pas rester sur toute la même banque. Et après, ce qui serait peut-être plus conseillable, peut-être investir dans des produits, des ETF, des fonds un peu plus stables. Moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte en aidant mes proches qui voulaient investir dans ces outils-là. Au final, en n'ayant pas beaucoup de connaissances, en s'informant un petit peu sur ces produits, il n'y a pas forcément besoin de passer par sa banque. Il y a des plateformes de courtage type DeGiro ou IR directement. Interactive Broker aussi qui est pas mal. Ou directement aller sur le site du fonds, il doit être possible d'ouvrir des comptes et prendre un ETF, en diversifiant, prendre 2-3 sur des fonds assez stables. Et du coup, en limitant les frais, il y a très peu de frais sur ces plateformes de courtage. Et vous limitez juste, grosso modo, les frais aux frais, au pourcentage que vous prend le fonds. Mais c'est pas très, très compliqué d'ouvrir ce compte et de faire des investissements relativement passifs, avec un rendement, bien sûr, qui suit le marché. Donc, faut s'attendre à 6-7%, 10% grand max annualisé et sur une longue période. Donc, c'est peut-être possible que vous investissiez durant 2 ans, vous allez perdre de l'argent. Mais vous savez que si vous gardez cet investissement durant 10-20 ans, au final, vous serez gagnant. Mais c'est un peu ce que je préconise pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin dans l'investissement. Parce qu'après, on est plus pour une gestion un peu plus active, aller se renseigner parce que ça nous plaît. Mais moi, je peux comprendre tout à fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui préféraient avoir une gestion un peu plus passive et pas forcément avoir besoin de s'en occuper. Mais là, du coup, il faut savoir que si vous voulez aller chercher plus de rendement, plus de résultats et pas 6-7% annualisé sans prendre trop de risques, il va falloir passer beaucoup plus de temps, il va falloir se former beaucoup plus. Et du coup, il y a... Après, si on veut pas s'en occuper, moi je dis au final, on en paye le prix aussi. C'est-à-dire que la personne qui veut totalement se dire, moi je veux pas m'en occuper, ok, mais il y a très très peu de chances que tu gagnes de l'argent, même il y a une écrasante majorité que tu risques d'en perdre sur la durée. Mais si c'est ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Tu peux très bien décider de faire ça. Nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire, et je pense que l'idée de cette chaîne, c'est de s'améliorer, d'avoir une vraie culture financière, éventuellement d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière. Donc, si c'est l'objectif des personnes qui regardent la vidéo, oui, forcément, il faudra se former. Oui, il va falloir se poser la question. Il va falloir faire les choses différemment des autres parce que la majorité ne gagne pas de l'argent. Et pour compléter un peu ce que tu as dit aussi, quand on dépose l'argent à la banque, l'argent ne nous appartient plus. C'est même plus une question de oui, est-ce que l'argent nous appartient? Non, c'est sûr, il ne nous appartient plus. On dépose l'argent à la banque, l'argent est du coup déposé au sein de la banque que vous avez sélectionnée. La banque a donc une reconnaissance de dette qu'on appelle une créance. Et donc une banque, ça reste
théoriquement un peu comme une entreprise, elle peut faire faillite. Donc si demain elle peut faire faillite, comme c'est arrivé en 2008 avec Lehman Brothers, vous perdez votre argent et vous perdez votre capital. Donc derrière, à partir du moment où vous déposez de l'argent à la banque, si demain la banque vous dit bah non, vous pouvez retirer que 100, 200 euros, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous ferez ça. Et moi, tu vois, je ne suis pas forcément dans le scénario catastrophiste en disant toutes les banques vont s'effondrer et tout, parce que j'ai envie de dire, au final, si c'est vraiment ça qui arrive, l'argent qui est à la banque, ça sera le dernier de nos soucis, je pense. Si vraiment il y a un effondrement de toutes les banques, je pense que voilà, le souci, ce ne sera pas de savoir combien on a d'argent dans notre compte en banque, ce sera plutôt de comment se mettre à l'abri et autres. Donc, je ne privilégie pas forcément ce scénario. Par contre, d'avoir plus de restrictions, d'avoir plus de problèmes pour utiliser notre argent et tout, oui, ça on le voit déjà aujourd'hui et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Donc, d'avoir plusieurs comptes bancaires, c'est une bonne chose. D'avoir des comptes sur des banques en ligne, c'est très bien aussi parce que souvent, il y a des frais qui sont quand même beaucoup plus faibles et plus intéressants pour pouvoir gérer notre argent. D'avoir des comptes ouverts à l'étranger aussi, c'est une bonne chose. Et quoi que beaucoup de gens puissent penser, c'est pas du blanchiment d'argent, c'est pas de la fraude fiscale, vous avez le droit d'avoir des comptes à l'étranger. Il faut juste les déclarer. Il faut juste les déclarer. Vous avez un dossier qui s'appelle le CERFA 3916 que vous pouvez utiliser en France pour pouvoir déclarer vos comptes ouverts ou clos à l'étranger. Voilà, vous faites les choses dans les règles de l'art. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des comptes en banque uniquement en France ou même en Europe. Vous pouvez en avoir en Suisse, vous pouvez en avoir aux États-Unis, ou bref, c'est un peu compliqué dans ces pays, mais il y a plein de pays sur lesquels vous pouvez aujourd'hui avoir des comptes bancaires ouverts à l'étranger. Et aussi de vous dire que quand on voit la parité euro-dollar là, sur les 6 derniers mois, ce qui s'est passé, au départ, je crois qu'on était à 1,20, 1,20 € pour $1. Là, dernièrement, en fin septembre 2022, l'heure où on tourne cette vidéo, l'euro est passé en dessous de la barre des 1 $. On est à 0,96 €, je crois, pour $1. Donc, si vous avez l'ensemble de votre capital, de vos actifs et surtout de votre épargne qui est dénominée en euros aujourd'hui, vous êtes un peu le dindon de la farce pour ceux qui avaient, par exemple, leurs capitaux mis sur du yuan ou même sur du dollar à proprement parler. Donc, soyez vigilants. Moi, en tout cas, ce que je ferais si j'avais beaucoup d'épargne à la banque et pas forcément de l'investissement, j'essaierais aussi d'ouvrir un compte multidevise. Et pour ça, il y a, par exemple, TransferWise qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Wise, je crois, qui a un compte multidevise. On peut acheter tout un tas de devises différentes. Donc bref, je vous laisserai y jeter un coup d'œil, mais de diversifier aussi sur différentes devises, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'euro. Moi, ça me fait un peu peur et je pense qu'il faut être vigilant. Voilà. De vraiment pas s'en occuper, de faire confiance à quelqu'un et de se dire c'est bon, je ne regarde pas et il se débrouille. C'est rarement la meilleure solution et beaucoup de gens pourraient se réveiller peut-être dans les années à venir en ayant des très mauvaises surprises. Il y a plein de gens dans ma famille à qui c'est arrivé, à commencer par mes parents, qui avaient laissé cet argent-là en gestion pendant près de 30 ans et qui se sont rendus compte qu'au bout de 30 ans, ils avaient non seulement pas gagné de l'argent, mais qu'ils en avaient perdu, qu'en plus de ça, il y avait énormément de frais pour pouvoir retirer l'argent des fonds qu'ils avaient placés dessus. Donc bref, ça a été une très mauvaise opération si on compte l'inflation, si on compte les rendements composés, si on compte juste tout ça. Et encore une fois, la réflexion qu'ils ont eue, c'était ouais, mais c'est trop dur, c'est pas mon métier, j'ai pas envie de m'en occuper, ça me fait peur. Et quand on prend le temps, quand on leur montre un petit peu, voilà, encore une fois, ce que c'est les ETF, comment investir un petit peu en crypto-monnaie, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. Oui, il faut travailler un peu, il faut comprendre un peu ce qu'on fait. Mais on est très loin d'avoir besoin d'avoir fait un bac+8 pour pouvoir gérer correctement son capital sans prendre des risques qui sont démesurés. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, on va arrêter cette vidéo qui est déjà, à mon avis, bien trop longue. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo donc, le lien de la chaîne de Théo. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux thématiques de l'investissement et surtout dans le secteur des crypto-monnaies, voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Il y a pas mal d'informations qui sont présentées dessus de manière régulière. Et je vous mets également le lien vers un programme de formation offert que j'ai préparé pour vous sur plusieurs jours, pour tous ceux qui voudraient avoir des précisions supplémentaires et aller beaucoup plus loin pour l'atteinte de votre liberté financière. Je vous explique notamment sur plusieurs vidéos, sur plusieurs jours, comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans, et demi, en partant de zéro. Voilà. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous envoie tout ça directement dans votre boîte de réception. Et puis, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!